Messieurs, on parle de Mohamed Bayo, on a parlé de pas mal de transferts, Levin Cordava, Paul Lirola notamment, Andy Delors, des joueurs de Ligue 1, puisqu'on va parler de Ligue 1 et on va notamment accueillir notre expert Ligue 1 à nous, celui qui n'est pas forcément l'expert pour arriver à l'heure au plateau, c'est évidemment Mahmoud Gassama Braque qui est avec nous. Salut, coucou Braque. Salut les gars, vous allez bien? Ouais, ça va très bien. Alors si juste en régie, on peut nous augmenter un petit peu le son de Braque, on l'entend assez faiblement. Bon Braque, comment ça va et comment tu le prends déjà de voir que je suis en train de te péter ta place? Depuis le début là, je suis un peu en panique, je suis tout tremblant, mais honnêtement, ça te va bien, je trouve. Vraiment. Merci Braque. Bon, t'es avec nous un petit peu pour parler de Ligue 1 parce que là, bon, c'est toi qui as préparé l'émission, donc t'as préparé un gros sujet sur la Ligue 1 et c'est vrai que dans le chat souvent on nous dit, vous parlez tout le temps du PSG, de Lyon ou de l'OM, mais là c'est vrai qu'on va parler mine de rien de Lyon, du LOSC, de l'OM, de Monaco, Angers, Clermont, Nice. Voilà, il y en aura vraiment pour tous les goûts, mais juste avant ça on va voir les résultats de Ligue 1 de ce week-end ainsi que le classement puisqu'on était déjà à la deuxième journée de Ligue 1 et notamment Bruce, ce carton, l'OGC Nice qui en plante 4 à Lille, Galtier. Non, pas Nantes. D'abord on va parler de Galtier qui a fait une correction. Galtier sans pitié avec son ancien club, mais voilà, on le disait, Lille, mauvais début de saison, il y a le décès en plus après qui va arriver, c'est vrai que ça part pas très bien et Nice qui affichait quelques belles promesses et c'est en train de se confirmer, donc voilà, ça a dû faire quand même bizarre à Galtier, ce qu'autant gagner le match, il le voulait, je pense 4-0, ça a peut-être dû lui faire un petit pincement quand même. Il était content, j'ai l'impression. Oui, il était plutôt. Non, mais je parle vis-à-vis de, tu vois, de certains joueurs et c'est tout. dur après, c'est un petit peu son ex, quoi. T'as jamais envie d'être trop méchant en général. Après, faut quand même se dire que sur le premier match, Nice, c'était aussi pas terrible. Donc là, t'es sur deux journées, t'es sur un premier match qui était vraiment pas terrible, un deuxième où là, par contre, effectivement, rien à dire, avec un Gouiri en très grande forme, gros but de Boudaoui, Dolberg en place. Franchement, Nice a vraiment écrasé Lille. Après, ça dépend parce que quand même, en première mi-temps, Lille a eu quelques coups à jouer, c'était pas si noir que ça, je trouvais, même si le fait que Nice ait marqué très vite, ça les a mis à l'abri très vite. Il y avait des choses pas si mal que ça à Lille, malgré ce que le score laisse suggérer. Mais à voir sur la durée, tu vois. Mais juste, c'était pour dire que Nice, c'est vrai que sur le premier match, c'était pas terrible non plus, tu vois. Eh bien voilà, on a eu donc pas mal de résultats importants aussi pour la Ligue 1, victoire du PSG 4-2 face à Strasbourg, l'Olympique Lyonnais qui s'incline 3-0 face au SCO, exactement, Gamero, c'était un petit peu le syndrome de tout ça et puis enfin l'Olympique de Marseille qui fait 2 buts partout à la maison contre les Girondins de Bordeaux qui enfin, ça y est, ont terminé leur saison à la deuxième journée puisqu'ils sont évidemment arrivés à accrocher un match nul face à l'Olympique de Marseille. Messieurs, on va parler notre premier sujet de la semaine et ça va être la parole pour Zach Nani puisqu'on va parler de l'Olympique lyonnais puisque c'est un petit peu la panique, l'arrivée du nouvel entraîneur mais forcément un manque de moyens, très peu de recrues du côté de l'Olympique lyonnais, c'est compliqué et les résultats forcément sont difficiles. Je suis content là. T'es satisfait vraiment je suis satisfait, un début de saison de rêve, même moi quand je me suis réveillé dimanche matin je me suis dit on joue à 13h, c'est bien ça, je vais pouvoir être déçu dès 14h30. Je l'étais dès 13h10 Vraiment, c'était infect. Franchement hier c'était un match du néant. C'était un match du néant qui est très grave. On va parler du recrutement après aussi je suppose, mais en dehors de ça c'était 11 cadavres sur le terrain, des mecs vraiment franchement genre plantés debout à rien faire avec sur des phases de relance, des mecs qui marchent, très peu de mouvements. C'était choquant parce qu'en plus Prime me mettait à des moments des plans où on voyait vraiment l'ensemble du terrain avec les 11 joueurs et il n'y avait aucun mouvement. On dirait que les mecs se connaissaient pas, se parlaient pas. T'as Guimaraes et Paqueta qui n'ont pas fait la préparation, qui sont venus un petit peu en retard, etc. Physiquement, ils étaient absolument pas prêts. Ils ont fait une première mi-temps infecte. T'as une défense clownesque avec Marcelo qui est vraiment absolument immonde. Mais un beau but, il met vraiment une finition, petit filet et tout comme on aime. T'as Anto Lopez qui coûte encore une erreur sur le premier but en ratant son plongeon. C'est vrai que son plongeon, son plongeon est totalement raté, même si la défense en amont de l'action fait de la merde. Ils étaient passifs. Tu vois, ils sont de tension, même les défenseurs et tout. Ils anticipent pas ce qui peut se passer. Je sais pas. Là où je veux en venir, c'est que même je trouve Peter Bosz sur sa lecture de match n'a pas été irréprochable. C'est-à-dire que Guimaraes et Paqueta, t'es censé peut-être à minima savoir qu'ils sont pas complètement prêts. Et après, tu les sors à la mi-temps, ce qui était assez logique. Mais derrière, garder Marcelo et son gros tractopelle derrière là, qui fait tomber des merguez en courant, c'est absolument insupportable parce que il fait une première mi-temps infecte en étant à responsable d'un but et en ayant en plus un jaune. Et derrière, tu le laisses en deuxième mi-temps. Et puis après, derrière, un quart d'heure plus tard, il fait quoi? Il met un contre son camp. T'aurais pu garder Lukeba. Après, je peux comprendre que si
si t'avais gardé Luc Keba et fait rentrer Diomandé, ça t'aurait fait 2 jeunes en même temps. Mais au-delà de ça, franchement, hier, c'était calamiteux. Même sur le peu de réussite que tu peux avoir sur Aouar qui arrive à te trouver une ligne de passe, ou enfin Toko se dit c'est bon, je vais pouvoir exploiter une de mes seules qualités, c'est-à-dire envoyer des appels. Le mec, il arrive devant la cage et t'as l'impression sa tête c'est un cône, il tire à côté alors que c'est terrible. C'est terrible. Et on voit aucun principe d'entraîneur, qu'on se le dise, c'est un néant total. C'est un néant absolument total. Ça presse pas, ça joue arrêté, il y a pas de y a rien. En fait, il y a rien. C'est 11 cadavres. Là pour le coup, c'était vraiment nul à chier. Les phases de relance, les milieux ont des lignes de passe coupées, les mecs se proposent pas, il se passe rien. À deux doigts de regretter le grand Rudy. Non, mais moi personnellement, à l'heure actuelle, je le regrette pas spécialement, tu vois. Moi, c'est comme si t'as un restaurant, genre si t'as un restaurant et que t'as un cuisinier, il te fait de la cuisine qui fait chier tout le monde, et puis après tu prends un nouveau cuisinier et le cuisinier d'après fait encore plus chier tout le monde, et ben tu vois, je vais pas regretter celui d'avant, tu vois. Mais au-delà de ça, en plus, Rudy a eu des bonnes phases, je vais être honnête, et je l'ai déjà dit de toute manière ici. Mais à l'heure actuelle, c'est un non-sens. Je savais de toute façon qu'on allait avoir une grosse tirade de Zach, c'était évident. Normal. Le truc, c'est qu'en fait, moi, quand je regarde un peu l'OL, je suis désolé, mais je pense que là, il y a plus vraiment de motivation. Quand t'as un club qui, entre guillemets, ne peut pas vraiment recruter, doit vendre pour recruter, quand t'entends que des joueurs sont sur le départ, mais finalement ne partent pas, à l'image d'un Oussem Aouar, ça fait 2 ans que le mec il est un peu comme en prison dans ce club-là. Moi, j'ai rien contre l'OL, mais à un moment donné, quand t'as un club qui a ce genre d'ambition, quand tu dois te qualifier en Ligue des Champions, quand tu dois quand même proposer autre chose que ce que tu proposes depuis maintenant quelques saisons, moi je pense vraiment que les joueurs aujourd'hui ils en ont ras-le-bol. Je pense qu'ils sont complètement au bout du rouleau. Tu peux faire venir un nouvel entraîneur, tu peux faire venir je sais pas, faire ce que tu veux, mais qu'est-ce qui va en fait vraiment te relancer ce club? Il faut un grand coup de balai. Enfin, je sais pas, c'est vraiment pour le coup le moment de Zach. Mais moi, ce que je vois, en tout cas quand je vois ces joueurs sur le terrain, je vois des mecs complètement démotivés. Je vois des mecs qui ont plus envie parce qu'en fait on leur vend quelque chose, ça vient jamais. Comment en fait tu veux te projeter, avoir des ambitions quand tu sais même pas où t'en es clairement dans ton club? Et quand t'es joueur de l'OL aujourd'hui, mais qu'est-ce qui te motive en fait? Quelle est la vraie motivation quand t'es jouer le l'OL? sport pour lequel t'es payé 300 000 par mois, c'est déjà pas mal, bien non? sûr. Non, mais en vrai, en dehors des vannes, tu dois courir sur le terrain parce que t'es quand même super bien payé. Mais bon. Je pense Non, mais c'est juste pour dire, exprime-toi. Je pense que pour la première fois, ça a peut-être été amorcé déjà un peu ces derniers temps tranquillement, mais pour la première fois parce qu'on a le spectre du Grand Lyon et on a été habitué à toujours les voir devant. Donc là, depuis quelque temps, on se dit putain, comment ça, Lyon machin. Mais je pense que là, on est en train, et je pense que Zach, tu vas être d'accord avec ça, de rentrer dans une nouvelle période et peut-être une phase de transition en espérant qu'à un moment les choses se goupillent bien. Mais là, honnêtement, pour moi, en termes d'effectifs, tout. Est-ce que tu peux espérer mieux au final? On va pas se mentir. Tu peux toujours espérer mieux que ce qui a été fait hier. Parle pour les 3 premières places, etc. Ça semble limite, tu vois. En fait, si tu veux, après, quand tu regardes un truc, c'est que tu compares les effectifs de l'OL que par exemple Genesio a eu avec des Memphis Depay, Ndombele, Ferland Mendy, Nabil Fekir, un Oussem Aouar qui était encore meilleur que ce qu'il est à l'heure actuelle parce que de toute manière, il sort de sa pire saison faite à l'Olympique Lyonnais. Donc, t'as perdu la plupart de tes grosses plus-values individuelles qui arrivaient à te sortir de certains matchs compliqués quand collectivement c'était quand même très nul, parce que l'OL collectivement depuis 5-6 ans c'est très nul. Donc au-delà de ça, t'arrivais toujours à avoir ce genre de grosses individualités qui arrivent à Depay, il y a un mec qui des fois te donnait l'illusion, tu vois ce que je veux dire. C'est ça, mais à l'heure actuelle, t'as remplacé une partie de ces individualités par quoi? Ferland Mendy par Youssouf Koné, Tanguy Ndombele par Tango Mendes, Nabil Fekir on sait pas, par Jeffrey Adelaide 2 fois croisé. C'est réellement une sorte de conjoncture horrible dans ce club qui résulte aussi de très mauvais choix sportifs. Sincèrement, dans la gestion, c'est très mauvais. Mais encore une fois, je regardais un truc et c'est ce que les gens ne se semblent pas saisir. Et ça, je l'avais dit le lendemain de la défaite contre Nice, je vous en avais parlé. On ne saisit pas à quel point ne pas s'être qualifié la saison dernière à la dernière journée, il suffisait d'une victoire pour passer devant Monaco. Ça a été cataclysmique. Pourquoi? J'ai revu la vidéo de Romain Molina qui détaille encore une fois le bilan financier de l'OL à mi-saison l'année dernière. On doit encore 100 millions de créances joueurs. Dans les vendus, on n'a plus que 40 millions à recevoir. Le stade, en termes d'obligation de stade, tout ça, machin, etc., on doit 150 millions d'ici 2024.
3 ans. Donc tu fais le cumul là de ce que je viens de dire, on a 210 millions de dettes payables d'ici 3 ans. C'est dans la sauce pendant quelques années encore. Derrière ça, on a fait 170 millions de PGE. Très bien, le PGE va servir pour les comptes de fonctionnement et pour surtout... Explique un peu ce que c'est le PGE. C'est les prêts garantis par l'État à 0%. Donc l'État nous a donné 170 millions et on va devoir 170 millions. À l'heure actuelle, sur ces 170 millions, certains vont servir à refinancer la dette. Donc c'est-à-dire mettre une sorte d'échéance où on va pas devoir tout d'ici 2024 sur nos fonds pop, tu vois. Mais on va pas utiliser ces PGE pour recruter des joueurs parce que par essence, sportivement parlant, l'OL est très frileux. On est déjà frileux pour faire des prêts payants. Alors que Marseille, quand ils n'avaient pas trop d'argent, par exemple, ne serait-ce qu'en janvier dernier, ils ont eu des bonnes surprises et des déceptions comme par exemple Encham ou Cuisance, mais des bonnes surprises comme Lirola. Dès qu'ils n'avaient pas trop de sous, ils ont tenté des prêts. Nous, on n'a pas tenté de prêts parce que prêt gratuit, on a fait 2 Chilio, c'est pas terrible, et prêt payant, on trouve que ça n'a pas de sens comptablement parlant. Donc c'est aussi cette frilosité et le fait qu'on n'ait pas de thunes. On n'a pas de thunes. On n'a pas. Là, on vient de débloquer pour 40 millions, mais nous n'avons pas d'argent. Pourquoi ? Parce ton meilleur joueur, il est parti à l'œil, quoi. Donc, ton meilleur joueur, il est parti à l'œil, et en plus de ça, tu as un stade qui est censé être ton grand truc qui te ramène des revenus. L'OL était en Ligue 1 en 2018-2019, le club qui a généré le plus de bénéfices par son stade, 45 millions d'euros. On nous a privé de ça pendant 1 an et demi. Donc franchement, à l'heure actuelle, cette crise, plus les baisses des droits de diffusion, plus 2 saisons sans LDC, plus t'as déjà pas super bien vendu Nana, plus certains de tes grands joueurs ont perdu de la valeur. Là, c'est 2-3 ans à l'OL qui vont être très très compliqués. Braque, on conclut avec toi. Et t'inquiète Kanto, t'inquiète, ce sera très rapide. En fait, par rapport à tout ce que dit Zach, en fait, c'est un amoncellement pour faire une analogie, c'est comme un joueur blessé en fait, qui passe son temps à se blesser tout le temps. Et derrière, faut retrouver la motivation pour repartir. Alors, tu vas la retrouver parce que tu vas recruter, tu vas avoir des mecs qui vont revenir, mais tu te reblesses encore une fois. Et du coup, en fait, t'arrives jamais à repartir. Il est là le problème de l'OL. Ce que vient de dire Zach, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, t'accumules. Et les joueurs qui sont là, quelque part, tu peux être payé 300 000, 1 million, je sais pas combien par semaine. À un moment donné, quand ton club il avance pas, quand tu passes ton temps à reculer, et les mecs, ils ont plus Après, c'est des artisans du recul aussi. C'est une grosse déception. C'est des artisans du recul aussi. Faut quand même pas dire les pauvres joueurs comment ils peuvent se motiver quand le club y recule. Une bonne partie de la raison de pourquoi aussi le club a reculé, c'est aussi à cause de certains qui ont livré des performances sportives bien scandaleuses. Je pense notamment à la doublette Tango Mendes, Youssouf Koné qui a coûté 3 millions d'euros. Normalement, on ne devrait jamais avoir à parler de motivation à ce niveau-là. Je veux dire que les mecs, techniquement ou en termes de niveau, sont insuffisants, ok, mais la motivation, je veux dire, ça doit être la base de la base. Allez messieurs, on va conclure pour l'Olympique lyonnais. On verra en tout cas si l'OL arrivera à montrer un nouveau visage, et notamment par les recrues. Levin Kurzawa, on parle également de Xherdan Shaqiri. On aura l'occasion d'en parler dans les prochaines semaines, tout comme l'OM et le LOSC. On ne va pas avoir trop le temps, on en parlera la semaine prochaine, puisque j'ai envie qu'on parle un petit peu de l'AS Monaco en priorité, puisque Monaco, mine de rien, a passé déjà un tour préliminaire en Champions League face à Prague, mais en championnat c'est un petit peu plus compliqué. Une défaite face à Lorient 1-0, ou dans un match où ils n'ont pas été mauvais, ils ont dominé l'ensemble du match, mais pourtant en Ligue 1 la sauce ne prend pas. Première journée, un match nul face à l'Ogre Nantes aussi, donc ça on va dire que c'était pas une grande surprise. Et mine de rien, tu ressors avec 1 point après des matchs contre Nantes et Lorient, sans manquer de respect aux 2 clubs. Pour Monaco, c'est une affaire. On joue l'Europe là pour le moment, on est 5e. Solide. On va dire les choses. Solide. Regarde. Faut remettre l'église au milieu du village. J'espère qu'après on va parler un petit peu de Nantes, Kanto. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Tu lui laisses une petite minute. On va parler d'Angers, de Clermont. On parlera de Nantes aussi. Lyon, Zach. Ça va. Justement, ouais. Je suis chaud qu'on parle de club. On va parler d'Angers, Clermont et Nantes après. Mais Monaco, non, mais après Monaco, c'est toujours un petit peu spécial parce que eux, on le sait, ils jouent la qualif en Ligue des Champions, t'as les barrages, etc. Donc forcément, au niveau de la préparation, il y a plein de trucs. Ils enquillent un peu plus de matchs. C'est le début de saison. C'est très compliqué et ils peuvent presque tout perdre parce qu'en plus là ils vont jouer le Shakhtar. On sait que c'est une équipe qui est, même si c'est pas l'équipe qu'on regarde tout le temps jouer, on sait qu'en Europe ils sont respectés, ils sont toujours chiants à jouer. Et ils peuvent tout perdre entre guillemets parce que il y a De Zerbi qui est entraîneur quand même. Non mais si leur début de championnat est complètement raté et qu'en plus ils se qualifient pas en Ligue des Champions, ça serait vraiment le scénario catastrophe. Après, moi je pense que Monaco sur la durée, ils vont se refaire, ils vont trouver de la stabilité. Et je pense vraiment que c'est un peu ce début et ces barrages, etc. qui compliquent un peu les choses, que tu enchaînes un peu plus de matchs. Mais il y a la qualité, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est un début de championnat qui peut être un peu inquiétant parce qu'il faut pas prendre non plus trop de retard, même si on le sait que la saison passée
ils n'étaient pas ultra bien partis. Ah oui, à un c'était moment, fait fumer par, il me semble, Reims ou je sais plus qui en c'était début de très championnat. mal, et ils ont fini en boulet de Lens aussi, canon. ils avaient pris 3-0. Moi, je m'en fais pas trop pour Monaco. C'est juste si ça se goupille mal et qu'en plus, ils se qualifient pas. Là, par contre, ça pourrait vraiment être le début de saison catastrophique. Moi, j'ai pas vu de signaux d'alarme ultra inquiétants chez Monaco, dans la mesure où effectivement, tu as un 11 qui est pas complet. Tu arrives face à un Lorient qui défend dans ses 5 mètres, enfin dans ses 30 mètres pendant tout le match et qui gagne grâce à un coup du sort nommé penalty. Alors effectivement, Monaco n'a pas eu non plus un énorme volume d'occasions, mais c'est un match classique de Ligue 1 qui peut arriver à tout le monde sur une mauvaise journée. Tu vois. Lorient ont bétonné, ont énormément attendu dans leur, réduit les espaces et tout machin. C'est un classique qui peut arriver à n'importe quelle grosse équipe, même quand t'as pas tes, surtout quand t'as pas tes 11 titulaires. Braque, on finit avec toi sur Monaco. Tu penses quoi toi de cette équipe avec le recrutement, avec des joueurs comme Boadou notamment qui vont essayer de faire franchir un cap à l'AS Monaco. Est-ce que tu les vois arriver à retrouver le rythme de croisière qu'on avait avec cette fameuse équipe de Kovac qui a fait énormément parler en fin de saison? Ouais, sans aucun doute. Moi, je pense que Monaco va faire partie des équipes qui vont compter pour la suite de la saison et voire même sur le sprint final. C'est encore loin, évidemment. Donc c'est peut-être un peu tôt pour faire des plans sur la comète. Mais je pense que Monaco comptera beaucoup cette saison. C'est une équipe qui a quand même une base assez solide. Quand tu regardes le milieu, quand tu regardes l'attaque, t'as quand même des talents un petit peu partout, de jeunes joueurs qui sont en pleine progression et qui sont aussi très 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 demandeurs. Tu vois, c'est un peu finalement l'inverse de Lyon. Et je pense aussi que en ce moment, c'est beaucoup une question de j'ai pas envie de dire ils ont pas la tremblote, mais t'as quand même la Ligue des Champions, quoi. C'est super important dans ta saison. Là, ils vont jouer le Shakhtar. C'est ce qui compte le plus. Donc je vais pas dire que c'est ce qui explique leurs résultats en Ligue 1, mais tous leurs esprits sont concentrés sur ça. Donc perdre contre Lorient, comme l'a dit Zach, ça peut arriver. Ils ont mis le mur et puis ils ont mis le bus et puis ça s'est terminé comme ça. Mais je veux dire, là, ils sont concentrés à 100% sur la Ligue des Champions et c'est là où il va vraiment falloir tout donner, parce que on sait que ça va leur donner un coup de boost énorme pour leur saison si jamais ils arrivent à se qualifier. Donc moi, Monaco, j'attends que cette période passe. Et après ça, on verra. Mais quoi qu'il arrive, moi, je vois Monaco vraiment être l'une des équipes, en tout cas phare de cette saison. Ils ont beaucoup trop de talent. Messieurs, on va parler de 3 équipes également qui commencent très très bien le championnat, puisqu'on va parler d'Angers, 2 victoires en 2 matchs. On rappelle quand même qu'Angers, devant la commission de discipline de la DNCG, devait descendre à titre conservatoire en Ligue 2 avec les Girondins de Bordeaux notamment. Donc c'était une équipe qui avait une situation financière très compliquée, avec Moulin, l'entraîneur historique du club, qui également les a quittés. Clermont, une équipe qui vient de Ligue 2, qui mine de rien est solide et s'impose, 2 victoires en 2 rencontres. Et enfin le FC Nantes qui retrouve un petit peu des couleurs. Zach, d'abord on va commencer avec toi, si tu veux nous parler un petit peu d'Angers, Clermont. Est-ce que tu es surpris? Parce que je les ai vus fouetter mon équipe. Je peux t'en parler. Notamment. En vrai, en dehors de ça, en plus, pour le coup, Angers hier, c'était totalement mérité. C'était la meilleure équipe, ils pressaient extrêmement haut. C'est ce qui a notamment mené le premier but où Marcelo était un petit peu perdu, etc. Franchement, des principes qui sont assez étonnants. Et derrière, tu vois qu'il y a de la qualité dans les jeunes. Le Mohamed Ali Chaud, tu sens qu'il a quelque chose. 17 ans. À 17 ans, le mec arrive à éblouir comme ça en Ligue 1, c'est impressionnant. Et sur chaque transition, le mec, il arrivait à mettre des vitesses et à profiter même des errements de placement de Maxwell Cornet. Donc, très bien joué de sa part. Derrière, même celui qui est rentré, Asdin, je sais plus comment, et je m'excuse. Ounani. Asdin Ounani. Celui qui met le troisième. Ounahi. C'est lui qui met ou quelque chose. C'est lui qui arrive et sur ses premières touches de balle en Ligue 1, il te met le poteau, sur l'action d'après, il te met le but. Et il aurait même pu mettre sur orbite son attaquant pour le 4e, mais malheureusement, il rate sa transmission. Mais au-delà de ça, franchement, c'est un Angers qui allait prendre sa victoire avec des principes très étonnants. Moi, personnellement, Gérald Batic, ça a été l'adjoint de Genesio pendant 3 ans. Ok, c'était pas lui qui était en tête et il avait eu une première expérience d'entraîneur il y a 10 ans à Brest qui s'était pas super bien soldé. Mais là, pour le coup, si son équipe joue comme ça toute la saison, elle sera maintenue largement sans aucun souci. Après, il faut aussi faire attention au début de championnat. Je rappelle quand même qu'il y a 3 ans, Dijon avait fait 9 points sur 9 sur ses 3 premiers matchs et puis après, derrière, avait fini en patatras, tu vois. Donc, à voir, mais sur ce qui est montré, en tout cas, t'as de la qualité dans l'effectif, t'as des mecs sûrs de Ligue 1, les Ismaël Traoré, etc., qui sont bons, les bonnes valeurs qui ont prouvé sur plusieurs saisons et qui seraient de bonnes idées pour la plupart des grosses équipes, comme par exemple Angelo Fulgini, t'as des bails qui sont assez intéressants, comme on l'a dit, Mohamed Ali Chaud, etc. Donc à voir, mais très positif et très surpris par une équipe qui a joué haut et qui s'est dépassée et qui montre encore une fois que souvent l'excuse de l'effectif pour pardonner les entraîneurs qui font la paresse de vouloir bétonner est très souvent un petit peu bidon.
Et d'ailleurs, le club angevin, très bon club formateur, avec notamment des jeunes comme Mohamed Ali Chaud, comme Ounaï, comme Ait Nouri. Voilà, on a eu beaucoup de jeunes formés au club en Angers qui arrivent à briller à l'étranger. Braque, un mot de ton côté de Clermont, mine de rien, promu de Ligue 2 à Ligue 1. Ils ont perdu l'année dernière leur attaquant, Gurbic, qui faisait énormément de bien à cette équipe. Ils sont arrivés à se renouveler. Mohamed Bayo, meilleur buteur de Ligue 2, 3 buts déjà en 2 matchs de Ligue 1, 2 victoires, 2-0, aucun but encaissé en 2 matchs. Mine de rien, cette équipe de Clermont, elle est vraiment solide. Paris tremble. Ouais, Paris tremble. Non mais évidemment, je pense qu'il y a un petit peu le côté, tu viens de monter de la Ligue 2, t'es plein d'envie, t'es plein d'énergie. Là, ça marche bien, 2 matchs, 2 victoires. Ça fait aussi un petit peu penser à Lens quand ils étaient montés. C'est un petit peu la même chose. Après, moi, je vais pas faire le connaisseur de Clermont. Je regarde pas du tout la Ligue 2, donc je sais pas. J'attends de voir comme d'habitude ce qu'ils vont proposer cette saison. Mais ça fait super plaisir en tout cas de voir des clubs qui jouent. J'ai eu le débat avec je sais plus trop qui. C'était, je pense, c'est une personne avec laquelle on se côtoie beaucoup sur Twitch, on en a parlé, mais des clubs comme ça, pour moi, et je sais par exemple que Bruce, il est pas souvent d'accord avec moi là-dessus, mais qu'est-ce que t'as à perdre? Faut jouer quand t'arrives, quand tu viens dans un championnat comme ça où t'as plein d'équipes, tu sais que les équipes jouent. Il t'a fait passer pour un scope. Ouais. Non, mais je sais qu'une fois il m'avait dit, t'as pas le choix, t'es obligé de bétonner. Non, mais si tu joues une grande équipe et que tu connais ton effectif et que t'es limité et que tu vas jouer, tu peux en prendre 3 ou 4. C'est moi. Mais c'est pour ça, on s'en fout d'en prendre 3 ou 4, c'est ça le truc. Parce que ça fait plusieurs fois que je te dis que... Il y a des balles perdues, j'ai jamais dit ça. Non, mais c'est vrai qu'on a eu des exemples en Ligue 1, comme, et je le dis souvent dans les émissions hors jeu, une équipe comme Guingamp, il y a quelques années, jouait très bien au foot, mais Guingamp gagnait pas un match. Pourquoi ? Parce qu'ils essayaient de jouer au football, mais qu'ils n'avaient pas forcément les qualités pour pouvoir jouer. Exactement. Après, il y a des moments aussi où là où je veux en venir, c'est que c'est quand la dernière fois qu'on a vu une équipe, donc un promu ou un truc comme ça, venir faire le choix paresseux ou alors assumer de vouloir bétonner et réussir à finir 6, 7e et se maintenir régulièrement. Quasiment jamais. Ça n'arrive jamais. Toutes les équipes, petites qui arrivent et qui arrivent à dépasser ce qu'on peut attendre d'elles, c'est toujours des équipes qui veulent jouer. Leeds va se prendre 3 cartons sans doute dans la saison. À des moments, ils vont se prendre 4, 5-0. Mais... Ouais, effectivement, l'année dernière aussi. Mais Leeds finit 9e. Lens, ils viennent de revenir de Ligue 2. Ils finissent 6e et ils étaient à 2 doigts de côtoyer Marseille jusque dans les dernières journées. Reims, il y a quelques saisons, quand ils montent, c'est aussi assez positif. Et même ce que j'ai bien aimé dans l'entraîneur de Clermont et ce qu'il a rappelé en essence après son premier match, c'est qu'il a dit, et c'est bien parce qu'il y a souvent des mecs qui pensent qu'il y a des types qui préfèrent bien jouer que gagner. Ils opposent la truc, c'est complètement débile. Il dit, mais moi, si je joue comme ça de manière offensive, si je veux jouer comme ça, c'est parce que je pense que c'est la meilleure manière de gagner. Lui, il pense ça. Et c'est ce qui rappelle aussi que les entraîneurs qui veulent jouer offensif, qui veulent faire du jeu, c'est pas juste des fantaisistes qui sont prêts à se branler parce qu'ils ont tiré 30 fois dans le match. C'est aussi des mecs qui pensent tout autant que ceux qui veulent bétonner, qui veulent gagner. C'est des mecs archi pragmatiques à leur manière. On va conclure avec le FC Nantes. Bruce, match nul face à Monaco un partout, victoire 2-0 face à Metz avec les joueurs à vocation offensive qui ont été excellents. Je pense à Colomwani, je pense à Moses Simon, je pense à Ludovic Blas. Si ça continue comme ça, Nantes va casser les bonbons à pas mal d'équipes. Non, mais honnêtement, en fait, ce qui est bien, c'est que tu es vraiment dans la continuité par rapport à la saison passée, la fin de saison passée qui a été très bonne. Ça avait été beaucoup mieux. Avec Camboire, etc. Donc, t'as Louza, etc. Il y a eu quelques changements, mais l'effectif est quasi identique. Du coup, vous n'avez pas perdu quand même un ou 2 joueurs il y a Louza par exemple, etc. Mais je veux dire, les principaux, Blas, il est encore là, alors que pour moi, c'est un joueur qui est au-dessus, on va pas se mentir. Colomwani, on se doute bien qu'il risque de partir en fin de contrat pour toucher une bonne prime, etc. la saison prochaine, mais du coup, il risque de rester à Nantes, et j'espère. Et honnêtement, l'équipe tourne très bien, c'est solide défensivement. Palois, beaucoup rigolent de lui, moi-même, des fois, je joue un peu de ça, mais honnêtement, c'est une des valeurs sûres, et c'est un bon défenseur. Oui, c'est pas le plus beau à voir jouer, mais honnêtement, moi, je suis très content. Ça a toujours été, hein. Ouais, je suis vraiment très content de l'avoir à Nantes. Défensivement, c'est costaud. Parfois, les latéraux, j'ai des petits doutes, mais en tout cas, défensivement, la charnière, c'est costaud. Au milieu, tu as des joueurs capables de jouer, etc. un peu plus haut. Chirivella. Ouais, voilà. Chirivella, c'est très intéressant. Blas, comme j'ai dit, techniquement, c'est un joueur qu'au-dessus du lot. Quand Simon, il est à ce niveau-là et qu'il peut faire autant de diff, il est déjà à 3 passes D, si je dis pas de conneries, il est inarrêtable. Voilà, il fait les différences sur le côté. Joueur virevoltant, il a une bonne patte, donc il est capable des fois aussi de marquer, mais voilà, de faire aussi la dernière passe. Et pour moi, t'as un mec comme Colomwani
Je répète, je pense qu'il est je sais pas s'il est sous-coté, mais honnêtement, c'est pas parce qu'il joue à Nantes, mais je pense que l'équipe qui va le prendre, ça sera une recrue très intéressante. C'est pas Molina qui disait qu'en termes d'entourage, ça a un peu fait fuir des gens, Colomboigny. Il y a beaucoup d'intermédiaires. Ouais, en gros, il disait que pour Colomboigny, il me semble sur Southampton ou je sais plus quoi, il y a genre limite 3 intermédiaires différents qui sont rentrés pour contacter. Le mec, il est allé avec 12 Ça me fait penser à une OP qu'on a eu Bruce Braque il y a pas longtemps. Il y en a 4, je suis le 4e. Alors comme ça, on a un mandat pour Colomboigny. Je vois que ça fait. Y a pas... enlève les sub-goals sur le chat, hein, tu touches trop d'argent. Non mais oui, attends, je me permets. Mais c'est vraiment un joueur vraiment très fort. Je sais pas jusqu'où il peut aller, mais par rapport à son gabarit, parce qu'il est vraiment grand, il a de la vitesse, techniquement c'est très propre, il a quand même du sang-froid. Tu vois le petit toucher à l'image de son but sur la passe de Simon, etc. Tu vois, moi je le trouve vraiment très intéressant, mais vraiment. Mais non, moi sincèrement, je les vois beaucoup mieux que la saison dernière. Il n'y a pas mal parce que c'était très mauvais la saison dernière, mais je pense que comme Boiré sur la dynamique de la saison passée, voilà, ils peuvent faire une saison où ça peut peut-être finir, tu vois, 11, 10e au grand max, tu vois, dans le meilleur des cas, ce qui pourrait être déjà très bien, mais je les vois pas galérer autant et j'espère, parce que tu as quand même quelque chose, quoi. Réponse dans les prochaines semaines pour cette séduisante équipe du Football Club de Nantes. On ferme cette page Ligue 1.